Je vais parler du problème rapidement. Alors, on va pas vous dire qu'il faut faire une échographie tous les 6 mois. Enfin, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire que le dépistage du carcinome hépatocellulaire, ça a clairement démontré son intérêt en permettant un diagnostic plus précoce, donc un accès à des traitements curatifs plus fréquents, donc à une meilleure survie globale. Le bénéfice, il est clair. Le problème, c'est que dans des résultats d'un observatoire de la NGH qui a été rapporté, puis c'est à peu près quand même notre vécu de clinicien, c'est qu'on voit assez peu de patients arriver parce que j'ai fait une échographie sous les 6 mois et pouf, il y a un nodule. On voit plus des patients qui arrivent des urgences sur un symptôme, sur autre chose, mais globalement, c'est moins de 20% des patients qui arrivent dans le diagnostic de carcinome hépatocellulaire par le biais du dépistage. Alors quand on se souvient de la diapo d'avant où on sait que le dépistage améliore la survie, c'est vraiment dommage parce que du coup, ça correspond, il y a moins de 20% des patients qui ont accès à un traitement dit curatif, c'est-à-dire chirurgie ou thermoablation, dans la prise en charge de leur tumeur. Donc il est recommandé de surveiller les patients qui ont une cirrhose par échographie semestrielle, mais c'est bien, mais c'est sans doute pas suffisant parce que les chiffres sont très mauvais de cet accès au dépistage. Alors pourquoi? Parce que la cirrhose est connue, mais peut-être que le dépistage n'est pas fait. Ça c'est possible. Parce que on n'a pas pu dépister le CHC en surveillant une cirrhose parce que la cirrhose n'est pas connue. Donc ça, parce que cette recommandation ne vaut évidemment que pour les cirrhoses connues. Ou alors parce que la carcinogénèse est de toute façon indépendante de la cirrhose, donc on a beau ne pas savoir qu'il y a une cirrhose, de toute façon le CHC arrivera même sans cirrhose. Donc ça, c'est un peu les problèmes que je me posais. Donc l'idée, c'était que chacune d'entre vous nous donne son regard des pathologues experts pour en fonction des situations, parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'on a parlé un peu d'hépatite virale, on va parler de différentes étiologies, mais l'idée c'est de récupérer le malade de tôt dans son parcours, avant même d'être malade, parce que on voit que si on continue à faire comme on le fait maintenant, de toute façon, 80% des patients échappent au dépistage, ce qui est évidemment très très insuffisant. Donc pour commencer, c'est Maëva qui va nous parler de ces enjeux dans le contexte des hépatopathies chroniques virales. Merci. Du coup, je vais bien vous parler du dépistage du CHC dans les contextes virologiques hépatite B et hépatite C. Je vais commencer par vous dire les points importants dans le VHB. Un premier message, c'est de se souvenir qu'il y a une grande hétérogénéité du risque de carcinome hépatocellulaire au sein de la population de patients suivis pour VHB. Cette étude de 2016, elle montre qu'il y a une grande variabilité sur le taux d'incidence du carcinome hépatocellulaire à 5 ans. Avec une incidence quasi nulle pour les patients en situation d'infection chronique par le VHB antigène HBe négatif, anciennement appelé porteur inactif, avec un taux d'incidence jusqu'à 2,5% à 5 ans en cas d'hépatite B chronique et avec des taux de 10 à 15% à 5 ans chez les patients cirrhotiques post-hépatitiques. Donc il y a des facteurs de risque connus de carcinome hépatocellulaire au sein de cette population, des facteurs de risque qui sont liés au virus, des facteurs de risque liés à l'interaction hôte-virus, bien sûr quand il y a une cirrhose ou une fibrose avancée sous-jacente, en fonction aussi du statut sérologique, on va dire, du patient, et des facteurs de risque liés à l'hôte. Et donc des facteurs de risque liés à l'hôte, comme l'âge à plus de 40 ans, l'ethnie asiatique, le sexe masculin, l'antécédent familial de carcinome hépatocellulaire, l'exposition à l'aflatoxine et aussi la présence de comorbidités qui sont des facteurs de risque d'hépatopathie chronique. Un deuxième message important, c'est de souligner la nécessité de se renseigner sur l'antécédent familial de carcinome hépatocellulaire au premier degré chez nos patients, puisque cette méta-analyse montre qu'il y a un risque augmenté de 2,5 en cas d'antécédent familial. Ce critère justifie à lui seul d'effectuer un dépistage périodique semestriel du CHC chez les patients. Alors du coup, moi j'avais une petite question. Je marche moi, ouais. C'est que les patients, dans les derniers patients que j'ai vus avec une hépatite B, c'est des patients migrants qui ont une vingtaine d'années, avec des CHC assez volumineux,
qui sont incapables qui ne connaissent pas les antécédents familiaux au premier degré parce que ils ne les connaissent pas. Enfin, c'est des situations sociales un peu compliquées. Donc, si l'antécédent familial c'est un facteur décisif et qu'on n'a pas cette information, vous avez une stratégie. Comment tu fais ? Si tu as une prise en charge maximaliste, c'est de considérer qu'il y a un antécédent familial au premier degré et de le dépister. C'est le cas de beaucoup des patients finalement qu'on voit, parce que quand on leur demande dans votre famille, c'est à peine s'ils connaissent leur mère. Enfin, c'est des situations difficiles, quoi. Donc c'est pas toujours, hein, parce que mais moi, les 2 derniers patients à qui j'ai posé la question dans le mois, c'est vrai, ne savaient pas si dans la famille il y avait d'autres cas parce qu'ils connaissent pas leur famille, quoi. Concernant les facteurs de risque que je vous ai exposés, il y a un score qui est recommandé par l'AFEF, un score qui est recommandé à être utilisé, qui s'appuie sur 3 critères, que sont l'âge, le sexe et les plaquettes, qui permettent de déterminer la population à surveiller. C'est défini en fait par un score supérieur ou égal à 10, qui va nous permettre de discriminer les patients à risque intermédiaire de carcinome hépatocellulaire à 5 ans, avec une incidence à 3%, jusqu'au chiffre maximal 18, où on est considéré à risque élevé avec 17% de CHC à 5 ans. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est d'effectuer ce dépistage périodique chez tous les hommes à partir de 40 ans, toutes les femmes à partir de 70 ans, et vous abaissez ce seuil de 10 ans en cas de thrombopénie définie par des plaquettes inférieures à 100 gigalitres pour avoir les 2 points, pour avoir ce score supérieur ou égal à 10. Ça va vite, quoi. Surtout si tu es un homme. Surtout si je suis un homme et que j'ai plus de 40 ans, quoi. Oui, tourne des pistes. Donc, pour résumer, pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire au sein de la population VHB, chez tous les patients cirrhotiques, mais également fibrose avancée, puisque des fois c'est dur de vraiment faire la différence entre les F3 et les F4. Et c'est clairement défini par un fibroscan à partir de 9 kPa chez les patients avec une cytolyse présente au bilan jusqu'à 3 fois la normale. On élève le seuil à 12 kPa si vous avez une cytolyse entre 3 et 5. Et des valeurs qui sont pas difficiles à considérer en cas de cytolyse au-delà. L'antécédent familial au premier degré de carcinome hépatocellulaire à lui seul justifie de dépistage, et un score de PHB supérieur ou égal à 10 doit vous faire faire la surveillance échographique régulière chez ces patients. Alors, il y a alors, suite au topo de ce matin, on peut rajouter que la co-infection delta, c'est un gros facteur de risque. Alors, la co-infection delta, alors dans les recommandations de l'AFEF, ils ne parlent pas de comment monitorer ces patients, mais c'est vrai que c'est un gros surrisque de carcinome hépatocellulaire. Moi, personnellement, quand je les vois en consultation, comme j'ai l'appareil d'échographe avec moi, je fais l'échographie systématique. Laure dit, chez les jeunes, on ne fait plus d'écho. Si tu regardes ton score, si tu as un fibroscan qui te montre des valeurs d'élasto basses et que tu as un score qui est inférieur à 10, à condition de ne pas avoir d'antécédent familial au premier degré mais qui soit bien connu, tu n'as pas d'indication à faire une écho sauf au diagnostic. Mais tu dois attendre qu'il ait 40 ans. Après, en pratique... Selon les recos. Et après, les recommandations, elles te disent aussi de réévaluer ta fibrose régulièrement. Si c'est un antigène HBE négatif, ancienne appellation porteur inactif, tu vas faire un fibroscan tous les 3 ans et tu vas du coup déclencher, si ta fibrose monte, ta surveillance échographique. Et dans toutes les autres situations, tu réitères ton fibroscan à rythme manuel. Et pareil, en fonction des valeurs, tu lances ton écho. Après, en pratique, il y a je connais pas trop ça, mais il y a des sondes d'échographie. Il y a des échographes avec des fibroscans intégrés. Je sais pas si je peux dire ça. Donc, je pense qu'après, c'est des questions un peu théoriques, donc on fait plus d'écho. Hein. Si on fait le fibroscan, quand on a ça, on fait l'écho en même temps. Après, c'est un peu pragmatique. Je pense qu'on va ne pas faire l'écho alors qu'on a le patient l'appareil sur lui, quoi. Oui, je sais, mais c'est ça. Voilà, c'est pas une interdiction de faire une écho. Enfin, je pense d'un côté un peu pragmatique. C'est un examen qui est quand même pas très invasif et qui te permet... On peut pas l'écrire dans une recommandation, mais en pratique, dans le cabinet, il y a la sonde d'échographie qui est à côté du patient. Je pense qu'on va pas se... Bon, après, c'est le but de discuter, parce que moi, je fais pas ça du tout. Hein, donc non.
Non. Ah bah c'est opérateur dépendant, donc les Américains ont mis dans leurs guidelines qu'en cas d'échographie où le radiologue dit nos fameux peu échogènes, là il faut faire une imagerie en couple. Non mais même au-delà, c'est que les radiologues, même experts sur le dépistage de lésions hépatiques, disent bien que sur les foies de patients VHB, c'est un peu dur de statuer sur les lésions bénignes. Donc en gros, s'il y a l'apparition d'un angiome, d'une lésion qui a toutes les caractéristiques d'un angiome sur une surveillance échographique, si c'est du virus, en fait, faut pas croire ces critères, il faut aller pousser du coup à l'imagerie plus en coupe, l'IRM, pour vraiment statuer sur la lésion. Mais non, pas en première intention d'emblée l'IRM. Il y a eu des études avec des séquences d'IRM raccourcies où on enlève des séquences pour faire des examens plus courts. Il y a le problème d'accès à la machine qui fait que pour l'instant, les radiologues, j'ai fait des boards avec des radiologues à ce sujet qui n'étaient pas du tout emballés par proposer des IRM à tout le monde. Ce qui me pose question, c'est les critères là de PDP. À partir de 40 ans, quand on est un homme, on a donc une échographie semestrielle. Sur les recommandations, ce qu'ils disent bien, c'est que c'est une échographie périodique. Et ils disent que la surveillance, dans ce cas, t'es jusque boutiste. Et ils la définissent, en tout cas dans les recos AFF, comme semestrielle. Après, concrètement, on sait qu'en pratique, ces patients, on a des difficultés de les voir à 6 mois, d'une part, parce qu'ils ont des urgences qui sont des urgences sociales, des urgences administratives, et qu'en fait, souvent, c'est des patients qu'on arrive à voir un petit peu 1 an, 2 ans, puis il y a 3 ans de perte de vue, et il y a une réévaluation de la maladie, et concrètement, c'est souvent comme ça que ça se passe, et que du coup, tu redéclenches un peu tout le bilan à ce moment-là, avec une réévaluation de la fibrose, avec l'écho assez facilement en systématique. Et concernant l'hépatite C, alors on sait que le risque de carcinome hépatocellulaire, il est diminué avec l'usage des traitements antiviraux directs. Ça, c'est une courbe de survie sans carcinome hépatocellulaire de la cohorte hépataire. Donc la courbe en rouge, hop, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pourquoi ça bouge plus? Ok. Bon, en tout cas, la courbe rouge est la courbe des patients qui recevaient des traitements antiviraux directs, et on voit qu'il y a moins de survenue de carcinome hépatocellulaire au cours du temps versus les patients non traités, la courbe bleue, mais que ce risque il perdure malgré le traitement, malgré l'éradication. Donc, ce qui est recommandé, c'est de surveiller semestriellement les patients qui sont considérés à risque, et ce risque est défini par la présence d'une fibrose avancée, à condition que ça soit de tenir compte de la fibrose évaluée en pré-thérapeutique. Et ça, c'est important. Et c'est avec des valeurs de FibroScan supérieures ou égales à 10 kPa, un fibrotest à plus de 0,58 ou un fibromètre supérieur à 0,78. Il n'y a pas de place à la réévaluation de la fibrose post-thérapeutique actuelle. On ne sait pas bien interpréter en fait les diminutions que l'on constate une fois que le patient il est guéri de son hépatite C. Et on sait que les études montrent qu'il y a une corrélation du risque de survenue de CHC avec la fibrose pré-thérapeutique. Ok. Alors les virus, c'est assez cadré, je trouve. C'est cadré, et c'est cadré aussi avec les choses moins cadrées, puisque c'est aussi convenu qu'il faut revoir les patients suivis et guéris d'une hépatite C quand il y a des comorbidités hépatiques, comme la consommation d'alcool, un diabète, une NASH associée. Ok. Merci Maëva. On va parler de maladies liées à l'alcool. De fibrose hépatique. Comme ça, comme on dit. Maladie du foie liée à l'alcool. On ne dit plus maladie alcoolique du foie. Je ne l'ai pas dit. Bon, la maladie du foie liée à l'alcool, c'est responsable de près de 60% des CHC, en tout cas en France, sur cirrhose. Le problème dans cette population-là, il y en a probablement 2. Déjà, il faut dépister les gens qui ont un mésusage. Et on n'en parle pas toujours en consultation, sauf nous, parce qu'on est un peu biaisé, on a une affinité pour ça, donc on discute assez librement avec nos patients, en consultation même quand ils viennent pour totalement autre chose.
Et après, quand on a identifié ces gens qui avaient un mésusage d'alcool, un trouble lié à l'usage de l'alcool, on va dépister la fibrose hépatique avancée. Parce que c'est elle qui conditionne le pronostic, les complications et la survenue du CHC notamment. Il y a des facteurs de risque qu'on doit aussi avoir en tête quand on regarde le patient chez qui on veut dépister une fibrose hépatique avancée liée à l'alcool, dans la maladie du foie liée à l'alcool. Bien sûr, tout ce qui est lié à l'hôte, l'obésité, le diabète, les dysbioses dans le microbiote, les autres facteurs de risque d'agression hépatique, les virus, les maladies de surcharge. Le genre joue également, les femmes sont plus exposées à la fibrose hépatique avancée, probablement l'ethnie. Le tabac actif contribue à la progression de la fibrose hépatique et à la survenue de cancer du foie. Il y a des facteurs génétiques et notamment le polymorphisme PNPLA3 qui est d'ailleurs un des marqueurs utilisés dans les tests non invasifs de fibrose combinée. Et peut-être que le type de prise d'alcool et le schéma de consommation d'alcool a également un effet dans la progression de la fibrose hépatique. Alors, juste de quoi on parle quand on dit fibrose hépatique avancée, désolé, c'est peut-être un peu enfoncer une porte ouverte et que vous savez déjà tous ça, mais quand on parle de fibrose hépatique avancée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus du stade F2 pour le score métavir, c'est-à-dire il y a de la fibrose autour des espaces portes et puis il y a quelques ponts fibreux. Et donc évidemment, a fortiori aussi F3 métavir, c'est-à-dire qu'il y a une fibrose portale et il y a beaucoup de ponts fibreux. Et ça, par contre, ça correspond à la classification de fibrose, enfin au stade de fibrose 3 de la classification NASH-CRN, donc qui est différente de métavir qui avait été initialement développée pour les virus. La NASH-CRN, elle a plein d'autres critères que les stades de fibrose, mais elle a été développée pour mieux catégoriser. Merde. Il manque des trucs. Non ? Il manque plein de diapos. Mais oui. Attends. Ça, c'est mes diapos. Mais il manque genre 4 diapos. Ah, d'accord, ok. Bon, donc oui, en fait, je voulais juste vous parler de la classification NASH-CRN qui, du coup, la fibrose hépatique avancée pour la NASH-CRN, c'est juste que c'est de la fibrose F3. Et c'est pareil, c'est de la fibrose qui est portale et périportale avec des ponts fibreux. Et donc après, en fait, je voulais vous parler des recommandations. Des recommandations AFEF et européennes pour le dépistage de la fibrose hépatique chez les patients qui ont une maladie du foie liée à l'alcool. Donc l'AFEF et l'ISEL sont assez d'accord pour dire que ce qui est plus performant pour retenir le diagnostic de fibrose hépatique avancée et de cirrhose chez les patients qui ont une MFLA, c'est que les tests combinés font mieux que les tests gratuits et accessibles, c'est-à-dire que le fibromètre et le fibrotest, le fibromètre alcool et le fibrotest, ils font mieux que l'APRI et le FIB4 qui sont disponibles hyper facilement. En tout cas, si on a accès au FIB4, par exemple, qui est, comme on vous l'a redit ce matin, calculé automatiquement sur les bilans sanguins, ça c'est bien pour exclure le diagnostic de fibrose hépatique avancée, donc c'est du ruling out. Mais si on veut retenir de façon un peu plus sensible la fibrose hépatique avancée et la cirrhose, là il faut utiliser plutôt les algorithmes combinés qui sont payants, donc le fibromètre alcool, le fibrotest, parce qu'ils sont probablement un peu plus accurate, parce qu'ils ont ils dosent directement des marqueurs de fibrose, en fait, l'acide hyaluronique, justement le PNPLA3, etc. Et donc là, si on devait retenir schématiquement un seuil pour le fibromètre alcool, en tout cas pour retenir le diagnostic de fibrose hépatique avancée, on peut se dire 0,5. Ensuite, évidemment, la star du dépistage de fibrose, c'est le fibroscan, quoi. Dans les méthodes techniques, dans l'élastométrie, c'est le fibroscan. Et dans les dernières années, il y a eu de nombreuses études. Désolée, il n'y a pas le support image. Mais dans les dernières années, il y a aussi pas mal d'études qui ont confirmé que les méthodes d'élastométrie sur les modèles d'échographes faisaient tout aussi bien. Donc, c'est des élastométries 2D, Shearwave et de Supersonic Explorer. Et en fait, là,
Il n'y a pas besoin de faire 10 mesures comme sur le FibroScan. C'est une case avec une zone d'intérêt qu'on place 1 cm en dessous de la capsule du foie, à distance des gros vaisseaux, en se mettant en intercostal à droite. Et là, on fait 3 mesures ou 6 mesures et on fait la moyenne de ces mesures-là. Et si on a un malade chez qui on suspecte une maladie du foie liée à l'alcool, ou en tout cas chez qui on veut le dépister, qui a une pachytolyse, une bili normale et qui n'a pas trop bu dans les derniers jours, on peut retenir le seuil de 7-8 kilopascal. Il y a les diapos ? Non. Non, mais je pense qu'elles ont sauté au montage. C'est pas grave. Parce que j'étais Google et pas les autres. C'est pour ça. Et là, il n'y a plus rien, ouais. Bon, du coup, je peux poser une petite question ? Oui, vas-y. Est-ce que tu arrives à faire payer à ta population qui a un mésusage d'alcool le fibromètre ? Je fais jamais de fibromètre, non. Tu fais pas les recours, tu fais les tests gratuits. En fait, on a accès à l'élastométrie avec l'échographe, donc en fait, je fais plutôt ça. Toi, Ils disent de toute façon qu'il vaut mieux avoir l'élastométrie. Et c'est vraiment quand on n'a pas le choix, enfin quand c'est pas accessible, on peut utiliser les tests sanguins, les tests sériques, mais sinon il faut préférer l'élastométrie. Et tu mets ton cut-off à combien de jours d'abstinence d'alcool en disant que là je peux interpréter mon élasto ? Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un déclin très rapide de la valeur d'élastométrie avec l'abstinence. Et déjà au bout d'une semaine, c'est OK pour faire les mesures. Et si le patient a une cytolyse, alors là, il y avait sur les recommandations de l'AFEF, Jérôme Boursier et Eric Nguyen-Kak qui avaient refait une synthèse de recommandations des différentes études et qui avaient des seuils selon les taux de cytolyse, d'élévation des transaminases et les taux de bilirubinémie. Ok. Et du coup, ça, c'est un moyen d'améliorer ces 20%, parce qu'il y a une marge de progression importante là-dessus. Alors, il y a beaucoup de patients à qui on ne fait pas tout ça. Le souci, c'est surtout, parce qu'après, on sait tous faire l'échographie, l'élastométrie, regarder le patient, voir s'il a des signes évidents d'hépatopathie ou de cirrhose. Le problème, c'est vraiment déjà de repérer les malades et d'essayer de dépister la fibrose. Après, si c'est un malade qui a une maladie du foie liée à l'alcool et qui, pour l'instant, a vraiment une élastométrie inférieure à 7, un fibromètre inférieur à 0,5, s'il n'a pas d'autres facteurs de risque de progression associés, on peut refaire un test non invasif de fibrose entre 1 à 3 ans dans le suivi. D'accord. Après, à titre motivationnel, c'est difficile de le dire, on se revoit dans 3 ans. C'est toujours bien de faire une évaluation, de le revoir cliniquement de manière annuelle. Ok. Après, pour le dépistage du CHC dans la maladie du foie liée à l'alcool, il n'y a pas de recommandation en dehors de quand on est à la case cirrhose. Oui. C'est vrai que l'idée, c'est d'avoir les patients en amont, quoi. Et du coup, c'était ta dernière diapo, ça ? Non, mais après, voilà, ça c'était un peu la conduite à tenir en pratique. Finalement, c'est ce que je vous ai dit sans les diapos. Voilà, c'est ça qu'on peut réévaluer un peu les patients tous les 1 à 3 ans. Si on a accès au FibroScan, vaut mieux faire un FibroScan. Si on n'y a pas accès, déjà, ce qui est bien pour les marqueurs sériques gratuits, c'est que ça peut exclure la fibrose hépatique avancée et la cirrhose. Et qu'après, on dépiste la cirrhose, le CHC quand il y a une cirrhose. Bon, désolé, c'était un peu décousu, mais j'avais pas les diapos. C'est très bien, comme quoi les diapos, ça sert pas à grand-chose. C'est vrai. Bon, Karel, j'espère vraiment que tes diapos sont là, parce que je crains pour ma vie, parce que c'est moi qui fais le montage, en fait. On passe comme ça. Non, ça c'était... moi je vais vous parler de la NAFLD parce que c'est quand même une problématique de plus en plus présente dans nos consultations. C'est la première cause d'hépatopathie mondiale et la deuxième indication, voire en passe de devenir la première indication de greffe hépatique pour CHC aux États-Unis. Et dans la NAFLD, le risque il est très variable. Ça concerne quand même beaucoup de monde et donc c'est ça qui est difficile, c'est d'évaluer le risque. Selon les études, de 7,5 à 0,25%. Donc évidemment, ceux qui ont 7,6% de risque, on a envie de les dépister, les autres un peu moins. Mais bon, il faut déjà savoir qui sont ces patients. L'importance
de bien les évaluer et d'évaluer le stade de leur maladie. Donc ça passe par évaluer au mieux leur fibrose, dépister la fibrose avancée, donc F3, F4. C'est le facteur pronostic qui est le plus important dans la NAFLD. C'est la fibrose sévère qui va être associée à la mortalité, aux décompensations hépatiques. Et donc pour ça, le gold standard, ça reste quand même la biopsie hépatique. Bien sûr, on parle de quasiment 25% de la population mondiale qui serait atteinte de NAFLD, donc on ne peut pas biopsier tout le monde. Donc, je préciserai ça tout à l'heure, il y a les tests non invasifs qui sont une très bonne alternative. Après, il faut identifier ceux qui sont à risque de progresser. Les patients âgés de plus de 50 ans, les diabétiques de type 2, les hypertendus, les patients ayant un syndrome métabolique et ceux qui ont une élévation des transaminases, puisqu'on n'a plus le droit de dire cytolyse, a priori. Voilà. Et puis, un autre point qui n'est pas si simple, a priori, après avoir un petit peu lu sur le sujet, c'est distinguer les patients qui ont une NAFLD de ceux qui ont une authentique NASH. Et donc sur ça, je voulais faire un rappel que le diagnostic de la NASH, parce qu'on a tendance tous à dire lui il a une NASH, voilà, ça reste quand même histologique. À la biopsie, c'est des lésions de stéatose, de ballonisation hépatocytaire, d'inflammation lobulaire, et que finalement le patient qui a une élévation des transaminases, il n'a pas forcément en fait une NASH. Et l'inverse est vrai. Voilà, donc ces patients qui ont une NASH, eux, il va falloir les suivre un peu plus de près. Les patients, à contrario, qui ont une NAFLD sans fibrose avancée, sans NASH, ils ont probablement un pronostic à long terme qui est bien meilleur, mais il faut savoir les identifier, et ça, c'est vraiment pas facile. Et donc, si on en revient à la fibrose, qui est donc le facteur pronostic le plus important, les experts de l'EASL, de la FEF, sont assez d'accord pour dire que les tests non invasifs sont acceptables et ont une bonne sensibilité, donc on peut, et surtout quand on les associe, quand deux tests sont concordants. Donc il y a des tests sanguins de fibrose, donc on les voit d'ailleurs apparaître sur les bilans biologiques de nos patients, même quand on ne les a pas demandés, ils viennent, ils ont fait un FIB4 notamment. Il y a le NAFLD Fibrosis Score également. Il ne faut pas oublier que les tests brevetés sont également sont très bons aussi, mais voilà, non remboursés, moins faciles on va dire, mais ils peuvent être aussi faits en deuxième intention finalement. Bon, c'est une autre discussion. Et l'élastométrie hépatique avec un seuil donc de 9,6 kPa. Quand ces deux tests non invasifs sont concordants, on a quand même, c'est pas parfait, mais une bonne sensibilité pour dire que le patient il est quand même plutôt dans la case fibrose avancée. Mais là où ils sont, j'ai mis en tout petit, mais là où ils sont finalement le plus intéressant, c'est ce qu'il y a en bas là. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de fibrose. Donc c'est bien parce que dans cette population qui est importante, ça permet d'exclure les gens, de faire un tri de ceux qu'on va un petit peu laisser tranquilles. Donc quand les personnes ont des tests, les patients ont des tests qui sont inférieurs au seuil, voilà, on peut dire qu'ils n'ont pas de fibrose avancée et avec une très bonne valeur prédictive négative. Et donc avec tout ça, on peut faire ce schéma. Donc ça, c'est un expert, on va dire, local de la fibrose et de la NASH. Et puis bon, ça reprend quand même globalement les recommandations de l'EASL et de la FEF. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se concentrer sur ces patients-là, ceux qui vont avoir la fibrose sévère, la cirrhose, la fibrose sévère et les fibroses modérées avec tous ces facteurs de risque de progression. C'est ceux-là qu'il va falloir quand même suivre les plus, et aussi les patients qui ont de la NASH. Alors je l'ai mis un peu à part parce que on peut avoir de la NASH en étant F2, en étant F1, peut-être qu'il faut quand même plus les suivre parce qu'ils vont plus progresser, ils vont passer d'un niveau supérieur de fibrose plus vite que les autres. Et puis après, tous les autres, on peut peut-être relâcher un peu plus la pression. Et finalement, si on en revient au sujet de base qui est vraiment le CHC, en fait, dans la NAFLD, il n'y a qu'une vraie indication, ce sont les cirrhotiques, c'est comme les autres, c'est comme dans la maladie alcoolique. On ne connaît pas encore bien les facteurs de risque, la population aussi, c'est une grosse population, donc c'est pas facile. Donc en gros, les experts ne recommandent pas de dépistage en dehors des patients cirrhotiques. C'est pas co-efficace. Après, ça c'est soumis à discussion parce que dans la vraie vie, voilà, il y a probablement une hétérogénéité des pratiques. On sait que le risque de CHC, on sait que les CHC sur NAFLD, il y en a un tiers à un quart qui sont diagnostiqués sans fibrose.
Donc il y en a quand même, mais bon, si on ne peut pas les dépister, alors comment on les dépiste? Est-ce qu'on les dépiste de manière semestrielle? Est-ce qu'on fait une échographie annuelle? Moi, je suis assez persuadée que le suivi de ces patients qui ont une NAFLD, il y a un impact quand même motivationnel, de compréhension de leur pathologie, et que si on les décale à 3 ans, bon, est-ce qu'on va les perdre de vue? Est-ce qu'ils vont revenir à la consultation? Est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont? Après, est-ce qu'on ne peut pas non plus leur faire tous des échographies semestrielles parce que c'est un peu lourd? Donc voilà, je ne sais pas ce que vous faites vous dans votre pratique. Comment, voilà, c'est une question. Peut-être que déjà, s'ils arrivent à votre consultation, c'est déjà bien. C'est-à-dire que les médecins généralistes, les endocrinologues, les cardiologues ont le réflexe d'adresser les patients. Je ne sais pas s'ils le font beaucoup. Ouais, non, je pense qu'il y a un vrai travail à faire entre les différents acteurs, c'est-à-dire les addictos, les cardios, les endocs. Quand ils repèrent des patients comme ça qui sont très dysmétaboliques ou justement qui ont un diabète de type 2, très à risque d'avoir plus de progression de fibrose et plus de CHC, il faut qu'ils soient vus par un spécialiste à un moment donné et qu'ils aient une évaluation non invasive de fibrose. Pour ma petite expérience, c'est pas beaucoup d'adressage pour ça. C'est souvent en fait de la consultation gastro classique, mise à jour de la surveillance coloscopique, mais le patient pensant voir l'ANES le même jour vient avec son bilan bio, le FIB4 est fait, nous on le regarde et on le voit. Donc il y a aussi à sensibiliser, je pense, les collègues médecins de ville, médecins traitants, qui peuvent nous adresser les patients. Et c'est ce qui est recommandé sur les dernières recommandations EASL, qu'un FIB4 à plus d'1,3 nécessite une évaluation avec un gastro. Voilà. C'est vrai que du coup, on a quand même l'impression que pour arriver à améliorer ce chiffre un peu nul de 20% de patients diagnostiqués au stade de dépistage, c'est un énorme travail en fait, très en amont dès le facteur de risque identifié. Il faut s'améliorer sur le dépistage du terrain en fait, de patients, quel terrain pour faire le CHC. Oui, en fait, oui, c'est au niveau déjà des soins primaires. En fait, c'est surtout aussi les médecins généralistes qui ont un grand boulot de pouvoir nous adresser les patients ou pas. Et c'est vrai que l'idée, c'est pas non plus d'inonder les consultes des pathogastro. Donc, c'est aussi auprès d'eux qu'il faut affiner les facteurs de risque de progression de fibrose et de survenue de CHC. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord. Pour surveiller les cirrhosages chez les obèses avec l'échographie, c'est quand même... Non, pas d'écho, alternance. On est d'accord que cela, Et juste une autre question, il n'y a pas des cellules tumorales circulantes, des marqueurs sanguins, des recherches sur ce domaine-là ou c'est... Alors, oui. Il y a des essais comme tu dis, de monitoring sanguin, alors pas forcément avec de l'ADN circulant, mais avec des peptides tumoraux. Donc là, on n'y est pas tout de suite. Un jour, oui, sans doute, ouais. Mais l'idée, c'est que c'était surtout de parler de l'identification de ces patients à risque, parce que une fois qu'ils sont dans le circuit, à la limite, si t'en es à penser à rechercher l'ADN circulant, c'est que le patient est dans le circuit. Le problème, c'est que les patients qui sortent du circuit, ou les patients qui sont pas encore dans le circuit. Quand tu es dans le circuit, moi je comprends que tous les 1 à 3 ans, il faut évaluer la fibrose, en gros. Mais voilà, tu es dans le circuit, le problème c'est là où on a l'énorme marge de progression, c'est pas à se poser quel test de dépistage on fait, scanner, IRM, ADN circulant. Si tu es dans le circuit, ça sera à la marge les gains. Le problème c'est les 80% des patients qui sont hors circuit. Et donc c'est là où il y a beaucoup de... Dans les virus, ce qui permet d'améliorer, c'est qu'il y a quand même les recommandations qui préconisent un dépistage universel. Plein de sociétés savantes et la HAS préconisent que tout patient, au moins une fois dans sa vie, bénéficie d'une sérologie VHB, VHC, VIH. Donc ça, c'est une question qui peut être assez simple et ça permet quand même de continuer à diagnostiquer les quelques dizaines de milliers qui restent de patients VHC mais pas connus et conjointement avec la séro VHB, ces populations. Ah, Nicolas. Jérôme. Nicolas. Merci. Moi, c'est un peu plus éloigné de ma pratique parce qu'effectivement, on ne m'adresse pas beaucoup de patients d'un point de vue hépato, mais malgré tout, avec mon changement de fonction, je dépiste à la force des choses un maximum de NASH, enfin de NAFLD. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi, Maëva. J'ai l'impression qu'il y a plus de découvertes fortuites que d'adressage. Et ces patients-là, moi, je trouve ça assez compliqué parce que, comme tu le disais, Karel,
C'est des patients à qui on va proposer, qu'on voit en début de maladie, c'est des jeunes patients qui ont effectivement un début de diabète ou qui ont un peu d'hypertension, ils ont entre 30 et 40 ans. On sait qu'ils vont pas avoir de CHC ou de fibrose avant plusieurs années, et de pouvoir les garder dans le circuit, comme tu dis, Yann, une fois qu'ils sont dedans, c'est bon, mais quand on leur dit, bah, en fait, vous venez me voir pour une sigmoïdite, mais en fait, aussi, vous avez un foie un peu gras, etc. Déjà, pour les revoir derrière, c'est pas forcément évident. Et puis, après, pour les inclure dans une espèce de circuit pour une prise en charge du syndrome dysmétabolique pour le faire régresser et éviter d'arriver à la fibrose et au CHC, je trouve pas très évident si on est tout seul à le coordonner. Alors, je sais pas si vous avez des petits trucs et astuces pour ces patients-là. Est-ce que vous avez des espèces de correspondants, ou alors est-ce que vous organisez avec vos généralistes? Est-ce que c'est des correspondants en doc? Comment vous faites en fait pour cette manne de patients? Parce qu'effectivement, c'est le premier pilier, c'est dans quand la même pratique courante, même pour des non-hépatos. le médecin généraliste, hein, de toute façon, Je voudrais juste... oui, ils sont dans le circuit, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de patients dans le circuit qui ne servent à rien. Alors, prenons l'exemple des NASH. Donc, des stéatopathies, des gens qui ont de la stéatose d'origine dysmétabolique en France, il y a 6 millions de personnes. Des gens parmi ceux-là qui ont une fibrose sévère, éventuellement un risque de se compliquer et d'évoluer sévère, hein, je ne parle pas des cirrhotiques, donc F3, F4, selon Métavir, ils sont 300 à 400 000. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que surtout, on ait des tests qui nous permettent d'éviter d'avoir à recevoir les 5 millions 7 qui n'ont pas besoin de nous. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que le système va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va gérer des cohortes de patients, parce que ce que tu décris, des gens qui ont le foie gras, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc en fait, l'idée, par exemple, de Jérôme Boursier, c'est que ces patients-là, ils doivent être cadrés avant même d'arriver chez le gastro-entérologue pour ne pas aller chez le gastro-entérologue s'ils ont des NASH avec pas ou peu de fibrose. D'où l'intérêt des tests de soins primaires, en fait. Du FIB4, c'est-à-dire que si vous faites, parce que la valeur prédictive négative est très bonne, donc si le FIB4 il est inférieur à 1,3 et que le patient il a un foie gras, il ne doit même pas aller chez l'hépatogastro-entérologue, ça s'arrête là. Ça c'est pour la NASH. Après ça, dans la NASH, ce qui est déstabilisant et ce qui contribue un peu à des chiffres de patients non dépistés, c'est que sur les 6 millions de gens qui ont une stéatose, avec du diabète, etc., et donc les 5 millions 7 qui ont un foie qui est très peu abîmé, tu as quand même des gens qui vont faire un carcinome hépatocellulaire là-dedans. Et c'est très déroutant parce qu'on se dit, bah zut, il faudrait quand même qu'on les dépiste. Sauf que l'événement est très rare, mais c'est une énorme masse de patients. Donc quand on les voit arriver à l'RCP, on se dit, bah mince, alors ils ne sont pas dépistés, hein, c'est vraiment pas bien. Mais en fait, si on les avait vus 1 an ou 2 ans auparavant, on se serait tombé certainement sur des patients avec une NASH, enfin une stéatopathie dysmétabolique, et un FIB4 normal, et on ne les aurait pas suivis. Donc cette vision-là, elle brouille un peu. Elle nous brouille un peu parce que là, pour le coup, il n'y a pas de recommandation de dépistage. Tout simplement, c'est impossible. On ne peut pas faire 6 millions d'échographies 2 fois par an à tous les gens qui ont une stéatose en France. C'est juste impossible. Le système s'arrête. Ça, c'est pour la NASH. Pour les virus, c'est un peu différent. Le problème, c'est quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que les patients atteints d'hépatite C, alors ils avaient le fibroscan. Moi, j'en ai traité des patients atteints d'hépatite C. Ils avaient le fibroscan à 9,5. On leur a fait le traitement, on les a guéris. Moi, je fais quand même le fibroscan après, parce qu'il est je l'ai dit ce matin, il est dans ma salle de consultation. Puis le fibroscan d'après, il est à 5. Alors, en fait, ça n'est pas résolu. Donc, on continue à suivre ces patients, alors qu'on sait que l'éventualité qu'ils fassent un carcinome hépatocellulaire est extrêmement faible. Elle n'est pas du tout de 1%, elle est de 1 pour 1000 ou un truc comme ça, un peu accentuée quand même s'il y a un syndrome métabolique. Donc, je pense que l'urgence, c'est qu'on travaille, des hépatologues, on travaille pour justement arriver à sortir du dépistage des gens qui n'en ont pas besoin. Parce que sinon, c'est pareil, on encombre complètement nos consultations, les appareils d'écho, tout ça pour pas grand-chose. Pour l'hépatite B, c'est souvent des sujets qui sont migrants, et je peux vous dire que de faire des échographies tous les 6 mois, déjà de faire une échographie, ils ne le font jamais. Moi, ces patients que je suis, là,
sujets africains, plus de 40 ans, je leur donne des ordonnances, on leur donne des rendez-vous, ils viennent pas au rendez-vous, simplement au bout d'un moment, ils finissent, leur médecin traitant les renvoie chez nous, donc on a énormément de mal à les suivre. Et donc moi, je pense qu'il faut focaliser nos efforts sur ceux qui sont à haut risque, en fait. Donc ceux qui ont quand même une fibrose assez marquée ou des antécédents familiaux. Et pour l'alcool, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ces patients-là, quand ils sont dans la rechute de l'alcool, ils ferment la porte, enfin, ils oublient que les hépatogastro-entérologiques, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de venir nous voir, et en fait, on les perd complètement de vue. Et donc là, c'est là où il faut trouver une solution pour les maintenir dans le circuit, parce que ça, c'est des patients qui ont des cirrhoses alcooliques et qui se perdent dans la nature parce que simplement ils ne reviennent pas, parce qu'ils ont rechuté, ils n'ont pas envie de vous le dire. Il y en a plein, en fait. Et ces patients-là, ils ont du mal à comprendre aussi le dépistage tous les 6 mois. J'ai vu des patients qui se lassent, tout le monde se lasse du dépistage tous les 6 mois, c'est quand même un problème. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont eu 20 échos qui étaient complètement normales. Avec l'échographie, il faut voir ce que disent les radiologues. Quand ils font les échos à ces patients, ils disent « mais pourquoi vous venez me voir tout le temps ?» Et donc, c'est vrai que les exigences... Quand ils sont cirrhotiques, là. Oui, je te parle oui, même oui. des cirrhotiques. Même des cirrhotiques, mais quelquefois, c'est des cirrhotiques pas trop dysmorphiques. Donc, et les gens n'adhèrent pas, mais nos collègues n'adhèrent pas. Donc, c'est assez difficile. Mais moi, je pense qu'il faut, c'est se mettre le maximum d'énergie sur le groupe à haut risque. Ça fait déjà pas mal de gens à dépister. Et c'est quand même comme ça qu'on arrivera à améliorer les chiffres. Mais si on se perd à essayer de dépister tout le monde, à faire des suivis semestriels à la terre entière, en fait, on va continuer à faire plein d'échographies qui serviront à rien, et on continuera à avoir le staff, des patients qui arrivent avec des CHC à un stade avancé parce qu'ils ont échappé au dépistage. De toute façon, par la force des choses, on est déjà un peu à la fin de l'entonnoir, et en gros, on a les patients qui ont les facteurs de risque de progression. On les voit souvent, ils ont un syndrome 10 métabolique, une petite consommation d'alcool, ils n'ont pas la NAFLD mais la MAFLD. Donc déjà, on est sur des patients qui ont des facteurs de risque de progression hépatique plus élevés. On n'est pas dans le primary care. Mais c'est plus de... Oui, c'est ce que tu dis, c'est la communication avec les soins primaires, finalement, les acteurs de soins primaires, oui, c'est sûr. Arrête. Ok. On enlève les chaises, du coup. Non, tu les laisses. Bon, bah merci beaucoup. Merci en tout cas.